Salut et bienvenue sur Anacaland pour cette nouvelle vidéo sur The Peripheral, nouvelle série de science-fiction produite par Amazon dont la première saison vient de s'achever. Et une série excellente, preuve que les gros bonnets d'Amazon savent ce que c'est qu'une bonne série, qui est bien écrite quand ils le veulent. Une très bonne série donc que je vous conseille vraiment, que la SF soit votre genre ou pas. Au moment où j'enregistre cette partie de la vidéo, le dernier épisode n'est pas encore sorti, donc cela sera parfait pour une partie sans spoil. Et dès que l'épisode 8 sera sorti, j'enchaînerai sur une partie avec spoil et théorie si le final de la saison ne répond pas à toutes les questions, ce qui reste peu probable tant il y en a. Pense aussi à t'abonner et à partager la vidéo pendant le générique. The Peripheral, adapté du livre éponyme de William Gibson, par Scott Smith au poste de showrunner, secondé par Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy, tous deux ayant été remarqués pour la sublime série Westworld. Donc il est tout naturel d'y retrouver une bonne dose de mystère mêlée à un peu d'action, le tout soulevant des sujets profonds et philosophiques sur le monde et la place que l'on y occupe. Mais pas de panique, pour ceux qui auraient perdu le fil de Westworld, ici rien d'aussi capillotracté. Pour le moment du moins. On y fait la rencontre de Flynn, une jeune femme qui vit avec son frère, ancien militaire, et leur mère malade, dans une petite ville typique des États-Unis en 2032. Et le monde n'a pas tant changé dans ce futur probable, ou en tout cas qui ne semble pas si loin, dans lequel c'est surtout la technologie qui a évolué, mais les gens, pas tant. La jeune femme, bien que très attachée à ce qu'il se passe dans le monde réel, fait toutefois des merveilles dans les jeux vidéo qu'ils appellent simulation. Et alors qu'elle prend la place de son frère qui gagne sa vie en jouant, elle le surclasse tant par ses skills de combat que par sa stratégie. Ce qui en fait une joueuse hors pair, alors que son frère, lui, ancien Marines, augmenté par une technologie qui le connecte à ses camarades, ne lui arrive pas à la cheville dans ses autres réalités. Et c'est avec un nouveau contrat un peu douteux de son frère Burton que Flynn va entrer dans une histoire aux nombreux mystères. En prenant sa place lors de ce qu'ils croient tous être une simu, elle rencontre la mystérieuse Alita qui va provoquer des événements dont les conséquences seront lourdes, et pas seulement pour le monde de Flynn. Celle-ci va en effet être confrontée à une autre réalité, celle du futur tel qu'il aurait dû être. Ces deux mondes, celui de 2100 et du fragment de 2032, vont alors se confronter. Un des très bons points de cette série, outre son écriture, j'y reviendrai, ce sont ses effets spéciaux, qui sont très peu présents, étonnant pour une série de SF, je sais, mais au contraire, c'est plutôt rafraîchissant de sortir des clichés du futur avec lesquels les années 80 nous avaient habitués. Des effets visuels sobres donc, et utilisés à bon escient, pas de voitures volantes mais des immeubles / statues géantes dans la ville de Londres qui peuvent changer de forme, ou des robots sentients qui travaillent au service des puissants. J'en profite aussi pour vous parler du générique qui est une merveille. Entre la musique de Mark Orven qui nous plonge dans une ambiance intrigante et angoissante, et les visuels qui sont autant abstraits qu'évocateurs, avec le temps qui passe et le lien entre les deux temporalités qui se croisent et s'entrechoquent. Bref, un générique aussi beau que dynamique, qui réussit à nous en mettre plein les yeux sans en faire trop, ni mauvais goût. Un peu comme la première saison de cette série. Plusieurs chronologies donc, qui sont la base de cette série de science-fiction, avec une qui se déroule aux environs de 2100 comme je l'ai dit, un futur très mystérieux que l'on découvre au fil de cette saison, avec bien sûr de très nombreux secrets encore à révéler. Et la chronologie du passé, du fragment en 2032, dans laquelle on suit la jeune Flynn Fisher, gentille jeune femme incarnée par la ravissante Chloé Grace Moritz, et son frère, ancien marine, entouré de son unité qui représente un pan important de l'intrigue. En effet, ce qui semble commencer avec une coïncidence n'en est pas du tout une. L'intrigue que l'on pensait secondaire au début devient de plus en plus centrale. Mais je n'en dirai pas plus ici, car spoiler. Niveau écriture, on est donc sur une très bonne série. Les intrigues se mêlent et se démêlent. Les personnages oscillent entre alliés et ennemis. La trahison est clairement en terrain fertile dans ce genre d'univers, et je pense qu'on est loin d'avoir tout vu. Et comme je le disais plus tôt, des détails qui semblaient anodins au début deviennent centraux à l'histoire sans que l'on s'y attende vraiment, donc un suspense très bien dosé à mon goût. Et concernant le casting, c'est aussi un sans faute. Autant les personnages principaux que secondaires sont vraiment bien, avec notamment la magnifique Chloé Grace Moritz, qui revient avec un rôle toujours aussi badass qu'à l'époque de Kick-Ass. Ou son frère Burton, incarné par Jack Raynor, qu'il me semblait avoir vu ailleurs, mais impossible de dire dans quoi, même avec la filmo sous les yeux. Bref, un casting au top, avec notamment le retour sur nos écrans après une longue absence depuis Harry Potter, Katie Loog, qui incarne une technologue de 2100, ou encore le brillant Eli Goree qui incarne Connor, un des ex-soldats de la bande de Burton, blessé au combat et aujourd'hui très diminué, qui lutte pour retrouver le goût de la vie. Et je finirai évidemment par la formidable Tanya Miller, vue dans Doctor Who ou encore Sex Education et qui se distingue encore ici par une interprétation d'une froideur sans commune mesure. Son personnage qui semble régner sur le tout-puissant institut de recherche du futur est pour le moment notre grande méchante, la menace qui pèse sur la plupart des personnages. Et côté vestimentaire, décidément tout ce que porte cette actrice a l'air de sortir des plus grands défilés de haute couture. Et en parlant d'élégance, je ne pouvais pas conclure sans dire un mot sur l'excellente Alexandra Billings qui retourne la série dès qu'elle y fait son apparition, tout en élégance et en raffinement, sans oublier son esprit affûté bien sûr, qui incarne un haut gradé d'un genre de police londonienne du futur, une sorte de Scotland Yard de 2100. En bref, un trop grand casting pour en faire le tour, mais un casting à la hauteur du scénario et de la mise en scène, l'emmenant même à un autre niveau si je puis dire.
une musique et un générique qui font très bien le taf, et une écriture qui ménage de nombreuses intrigues. Donc de quoi satisfaire les plus exigeants d'entre nous en termes de qualité et d'immersion dans cet univers où se mêlent réalité et fiction. Petite parenthèse d'ailleurs sur cette société du futur qui est plus inégalitaire que possible après cet énigmatique jackpot qui aurait décimé la population mondiale. Ce monde en 2100 est divisé en 3 castes, les kleptes, ou kleptos comme j'aime les appeler, qui sont les riches et les puissants, intouchables, et les membres de l'institut, tout aussi puissants mais à l'intérieur du système semble-t-il, donc eux aussi intouchables. Puis il y a les autres, tous les autres. En voilà un monde qui a l'air fun, mais une très belle proposition des auteurs et du showrunner, en tout cas de mon point de vue. De plus, The Peripheral soulève énormément d'autres questionnements sur la réalité avec ses notions de simu et ces deux mondes qui évoluent dans des chronologies différentes, l'une étant un fragment de l'autre, ou encore des questionnements sur le genre, sur la préservation de l'environnement, le libre arbitre et d'autres questions tout aussi métaphysiques qui sont posées tout au long de cette série. D'ailleurs, l'étymologie est ici aussi un moyen de faire passer de nombreux messages, comme le nom donné à ceux provenant du passé, les Polts, presque pour les déshumaniser, ils ne sont pas humains, ce ne sont que des Polts. Ou encore ce mot, fragment, comme pour y diminuer l'importance de ce qui s'y déroule. Il y a même une conversation à ce sujet, probablement pour ceux qui ne l'avaient pas compris, mais on n'est pas si bête, bien que cela soit plutôt bien amené, et non pas comme une info qu'on lâche au détour d'un script. La nomenclature qui est donc un élément à part entière du plot de la série, et ça fait plaisir. J'attaque donc la partie avec les spoils de la saison au complet, donc attention si vous n'êtes pas à jour, ça va spoiler, car il y a quelques passages que j'aimerais développer. Donc rapidement je reviens sur les effets spéciaux et notamment la super scène du cimetière dans laquelle Flynn et nous apprenons ce qu'est le jackpot, la cause de cette sorte d'apocalypse en plusieurs temps. Et au final, en plus des effets visuels très beaux, le fond nous prend aux tripes aussi, car mine de rien il nous présente tout ce qui nous pend au nez et les conséquences de bon nombre de nos préoccupations actuelles concernant l'avenir. J'ai aussi bien aimé le rythme avec lequel on nous donne des infos sur les personnages dans cette première saison, dans une sorte de désordre chronologique qui colle encore une fois très bien à l'univers. Je prendrai pour exemple la femme dont j'ai oublié le nom, et que l'on voit mourir dans l'intro d'un épisode tuée en 2100 par la charismatique Charis. Ce personnage semble d'abord innocent et peut-être même gentil, c'est une connaissance d'Alita après tout, mais elle se fait tuer par des milliers d'abeilles. Là encore une référence à une expression dans le premier épisode, la traitant de reine des abeilles, plutôt à propos pour le coup. Mais dans l'épisode suivant, on revoit ce personnage dans l'intro là aussi, aux côtés d'Alita en train de lui montrer le fruit de ses recherches dans un flashback du futur. Ouais, c'est possible. Et se délecter notamment de l'accident dont a été victime un de ces soldats expérimentaux, qui se trouve être Connor, un des amis de Flynn. Et donc, après l'avoir vu mourir et avoir ressenti un peu de peine pour elle, on se rend finalement compte que c'était aussi une garce du futur qui n'a aucune considération pour les Polts du fragment de Flynn. Et en plus, c'est ceci qui va tout provoquer. Alita, choquée par les expériences de l'Institut, décide de mettre en place son plan et prend contact avec Burton. C'est là que l'on se rend compte que le fait que Burton et ses amis d'enfance sont devenus des soldats connectés n'est pas simplement un bonus scénaristique pour le camp de Flynn, afin qu'elle survive aux tentatives de meurtre, mais bien la cause de la rébellion d'Alita quand l'Institut a modifié des soldats dans le passé, et donc la raison pour laquelle elle avait choisi Burton pour voler les données dans l'épisode 1. Mais la seule chose qu'elle n'avait pas prévue, c'est que Flynn prendrait la place de son frère, ce qui va entraîner tout le reste de l'intrigue. Là encore, un grand moment de narration de la part des scénaristes, comme quoi ils savent embaucher des gens doués aussi chez Amazon. Et concernant le grand final de la saison, c'est bien ça, un grand final, on a enfin pas mal de réponses à nos questions, le plan d'Alita, celui de Flynn, et un peu plus d'infos sur ce futur pourri. On apprend sans grande surprise que l'Institut peut provoquer le jackpot dans le monde de Flynn, en réponse à quoi notre héroïne badass, qui s'est toujours plus battue pour les autres que pour elle, va apprendre qu'on lui a menti concernant la maladie de sa mère, et là on reprend le véritable fil de l'histoire, avec une jeune femme en colère qui met en place son plan assez fou. Elle va en effet créer un nouveau fragment, en secret afin d'y cacher sa famille et ses proches. Mais là encore, cela pose la question, sont-ils toujours sa famille et ses proches, et son double? Est-il elle? Voilà le genre de migraine que nous promet cette série, déjà confirmée pour une saison 2 que j'ai grand hâte de découvrir. Et la manière dont elle s'y prend à la fin, j'ai trouvé que cela reprenait énormément de codes de la fantasy, avec cette montre magique qui peut créer un nouveau fragment et les gardiens en sommeil devant l'autel sur lequel il faut poser la montre et créer le fragment. Très fun de retrouver ce genre de code un peu magique dans une fiction où tout ou presque a du sens grâce à la technologie. Et pour terminer son plan génial, à la fin, Flynn demande à son ami Connor de l'assassiner, afin de libérer son fragment de l'influence destructrice de Charis et son institut. En effet, sans Flynn, plus de raison de provoquer le jackpot. Mais Flynn a réussi à sauvegarder son esprit dans le futur, grâce à l'aide de l'inspectrice de Scotland Yard. Et je pose ça là, mais je pense depuis plusieurs épisodes que le très cher Connor va finir par retourner sa veste, peut-être avec Alita, pour récupérer ses jambes définitivement dans le futur. Surtout avec la culpabilité qu'il va finir par ressentir après avoir tué Flynn. Donc une suite qui promet, alors que de nouveaux mondes apparaissent et sont découverts, Flynn qui est devenu une sorte de fantôme ou une sorte de paradoxe du passé, dans le monde de 2100 où se cachent tous ses ennemis et futurs alliés probablement. Voilà, donc un grand titre de la science-fiction qui s'écrit sous nos yeux. Je ne connaissais pas le livre, mais j'avoue que cela titille mon âme de lecteur d'en savoir plus sur cet univers, mais également sur la façon dont William Gibson, l'auteur, a bien pu présenter tout cela sur le papier. Mais que faire, lire le livre au risque de se gâcher la surprise de la série, ou attendre encore quelques années pour découvrir la version originale de l'œuvre? Donnez-moi votre avis en commentaire, je suis curieux de connaître votre point de vue sur ce sujet.
Cette nouvelle et belle série d'Amazon Prime Video jette une sacrée ombre sur sa grande sœur, Les Anneaux de Pouvoir, ce qui me fait me demander si chez Amazon on sait faire la différence entre ce qui est bien écrit et ce qui ne l'est pas. Bref. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu car bien que cela soit difficile de résumer tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle série d'Amazon en si peu de temps dans une vidéo, cette série vaut vraiment le détour, que l'on soit fan du genre ou pas. Car les sujets de société et scientifiques soulevés se suffisent à eux seuls pour vous tenir en haleine, surtout dans notre petit fragment à nous en cette fin d'année 2022 où tout ne semble pas aller vers le mieux. Et sur ces belles paroles pleines d'espoir, je vous laisse. A très bientôt sur Anakaland. Bye.